C'est au Quesnoy, canton d'Avesnes-sur-Helpe, département du Nord, à 10 km de la frontière belge, que j'ai enfin pu retrouver le 22 décembre 1939 la 2e brigade du 6e régiment de Spahis algérien, à laquelle j'appartenais avec le grade de capitaine. Depuis la déclaration de guerre, j'avais dû organiser le regroupement des unités en garnison à Tlemcen. Et cette mission m'avait, hélas, tenu éloigné du théâtre des opérations durant tout l'automne. Le cantonnement était frugal, mais on y disposait de vastes écuries pour notre cavalerie. Quant au théâtre des opérations, il n'y en avait guère, car c'était la drôle de guerre. On luttait surtout contre le froid très vif de l'hiver. Le colonel Jouffrault maintenait cependant très haut le moral des hommes en multipliant les exercices, les défilés, les prises d'armes. Mais Spahis n'était d'ailleurs pas dépaysé. Hommes d'une bravoure et d'une endurance exceptionnelles, ils étaient habitués aux hivers dans le Djebel. Quant à nos chevaux barbes, leurs origines berbères leur permettaient d'affronter la neige et le sol glacé. Notre camaraderie cinglait la rigueur du climat, l'éloignement, l'attente fiévreuse du feu ennemi. Avec mes camarades, le capitaine Viénard et le lieutenant Slimane, nous organisions chaque semaine le traditionnel méchoui. La bonne tenue du régiment, la réputation des Spahis, la curiosité entourant des hommes de troupes africains, était telle que les paysans des alentours ne rechignaient pas à nous fournir les moutons nécessaires. Et puis les souvenirs de 4 années d'occupation prussienne lors de la dernière guerre étaient encore douloureux et le patriotisme était de règle. Certains prévoyaient que nous passerions à l'offensive au printemps. Vaine conjecture. Je ne doutais pas encore que l'exceptionnel entraînement de la cavalerie et le courage de nos hommes sauraient tenir tête aux éléments motorisés des Allemands. D'ailleurs, nous disposions aussi d'engins mécaniques et de camions pour nous soutenir, alors que les commentaires de la TSF nous serinaient que les panzers étaient de mauvaise qualité, constamment en panne. De fait, notre matériel roulant ne valait guère mieux, et nous n'allions pas tarder à nous en rendre compte. Nous étions soumis régulièrement aux inspections des plus hauts gradés de notre armée. Elles étaient accueillies à chaque fois par une prise d'armes sur la grande place du village, à laquelle j'assistais avec mes camarades Viénard, Lamoureux, Slimane, Grandpierre et Joyeuse. Des officiers de la garnison de Cambrai nous y rejoignaient. Honneur et fidélité, comment ne pas ressentir une grande fierté quand les marches africaines nous faisaient éprouver jusqu'ici la solidarité de tout notre empire. Le général d'armée Henri Giraud
à qui nous devions d'avoir organisé les confins militaires algéro-marocains, tint à nous assurer ainsi de sa sollicitude. Pour nous, il était auréolé de la gloire de son évasion des griffes de l'ennemi après la bataille de Guise en 14, de la reddition d'Abdelkrim durant la guerre du Rif, de sa proximité avec les maréchaux Lyautey et Franchet d'Espéré. Nous ne doutions pas de la victoire prochaine, sous l'égide de chefs de guerre de cette envergure. Oui, comment aurais-je imaginé que la plupart de mes hommes et de mes camarades allaient succomber quelques mois plus tard, en résistant héroïquement aux chars de Guderian, et que moi-même, blessé et prisonnier en Allemagne, je serais séparé de mon épouse bien-aimée durant plusieurs années. C'est donc à Tlemcen, à 140 km d'Oran, que j'ai gravi les premiers échelons de ma carrière militaire durant les années 30. Éphémère capitale d'Abdelkader dans sa résistance à la conquête française, devenue sous-préfecture, vaste commune de 80 000 habitants, dont près de 10 000 Français, surnommée la Grenade africaine à cause de l'apport des Andalous chassés par les rois catholiques. Mosaïque de Hadar au teint pâle, de Koulougis ottomans, de Berbères et de Juifs. L'histoire a parsemé la ville de monuments remarquables au fil des dynasties qui se sont succédées, Idrissides, Almoravides, Almohades. Alternance de puissance et de décadence, dont les remparts, le Méchoir, la Grande Mosquée, une floraison de mausolées, attestent qu'elles furent jalonnées de batailles, de meurtres, mais aussi de plusieurs épisodes de civilisation brillante, ornés par la poésie, la musique et les arts. Commerçants avisés et artisans experts dans le tissage de la laine, les habitants méritent leur réputation. Érudits, dévots, polis et cultivés. Tout le passé glorieux de Tlemcen et la foi de ses habitants résonnent encore dans les mosquées où ma présence ne fut jamais importune. Pour avoir farouchement résisté à notre avance, les habitants se sont aussi maintenant accommodés de notre administration. À 800 mètres d'altitude, le climat est aussi doux que dans les cœurs et la sécurité est parfaite. La garnison de Spahi y contribue aussi sans doute. Beaucoup de misère aussi quand même. Trachome pour les enfants, proportion effarante de gamins sous-alimentés. Et pourtant la population augmente. Que faut-il en penser? Contrairement à certains de mes camarades qui préféraient le cercle militaire, j'ai toujours aimé explorer la ville arabe. Le fait que je m'y sois rendu souvent avec ma caméra baby à la main n'étonnait plus personne. Cependant, je ne me risquais pas à partager les jeux des indigènes. Dames à la façon locale ou domino, où j'aurais certainement perdu quelques miettes de la solde que la République accorde à un jeune officier.
Le marché, les souks attirent les quelques touristes que l'aventure a conduit à affronter la plomberie capricieuse du Grand Hôtel de France. Mais je préférais de loin la ville israélite, que leur guide décrit avec une condescendance que je réprouve. En fait, la communauté juive de Tlemcen est le fer de lance de l'assimilation indigène. Elle contribue par son activité et son aspiration générale au progrès, à la prospérité de la ville. Et je n'ai jamais partagé les préjugés de ceux qui se lamentaient sur le décret Crémieux. À Tlemcen, la pratique paisible de la religion musulmane laisse toute leur place aux femmes. Elles se livrent à leurs activités domestiques sans se dissimuler au regard. Le lavoir, comme dans les villages français, est le lieu privilégié des rencontres où s'échangent les confidences et des propos sur les hommes qui n'ont, paraît-il, rien à envier sur ceux que l'on tient chez nous. Durant les pèlerinages et pour la fête du Mouloud, les familles parent les petites filles des bijoux les plus précieux pour faire valoir qu'elles seront de bons partis lorsque viendra le temps de les marier. Elles en rient avec l'innocence de l'enfance et elles sont fières de les montrer. Mais peut-être ne sont-elles pas aussi inconscientes du rôle qu'on leur fait tenir. Et de toute façon, personne ne s'interroge sur la fatalité de leur sort. Au-delà des ruines du tombeau de Sidi Bou Ishaq et au travers des bosquets de pins, de genêts et de lentisques qui entourent la ville, les chemins ouvrent vers les plaines fertiles de Tafna et de Safsaf. Si les habitants cultivent encore leurs vergers, ils se sont aussi adaptés aux pratiques de l'agriculture européenne. On récolte largement le blé, et ce n'est pas seulement l'apanage de quelques grands domaines coloniaux, moins nombreux que dans la Mitidja algéroise, mais plutôt de petites exploitations possédées par des familles bien pourvues de Tlemcen. Beaucoup de journaliers viennent du Maroc, et leur sort n'est certainement pas très enviable. On parle partout de la crise économique pour serrer les salaires. Les querelles de voisinage, les disputes d'héritage sont également très fréquentes. Et malgré le progrès des rendements dû à la colonisation, le marché dépend d'entreprises céréalières aux mains des Français, qui suscitent aussi bien des mécontentements qui inquiètent le sous-préfet. Cependant, la rumeur arabe qui lui parvient demeure insaisissable. Du temps où le sultan noir, Abou el-Hassan, fit bâtir la mosquée de Mansoura au XIVe siècle de notre ère, ces problèmes n'existaient pas. Mais il n'en reste qu'un superbe minaret, construit en partie par des esclaves chrétiens enlevés par les pirates barbaresques, et où nichent des cigognes, indifférentes au cours des temps nouveaux. J'ai toujours voulu m'engager dans les spahis. Cela remonte à mon enfance et aux livres illustrés de Job qui dessinaient si bien les uniformes de l'armée. Bien avant d'intégrer Saumur, je savais comment il faut porter le double burnous, la veste Bédaïa et le gilet Cédria. Je connaissais par cœur la légende de Youssouf Vantini, le chef légendaire de la conquête de l'Algérie. Je n'oublierai jamais ma première prise d'armes à Sidi Bel Abbès par un matin d'automne et le serment de fidélité à l'égard de mes camarades algériens.
qui allait conduire toute ma vie. Lorsque j'ai été affecté à la garnison de Tlemcen, la vie d'un lieutenant de Spahi s'y déroulait selon des règles immuables. Une belle villa de fonction, des serviteurs, Cadour mon ordonnance toujours prêt à sceller mon cheval, des obligations mondaines, où les bonnes manières entre officiers et le bon ton à l'égard de leurs épouses favorisaient les carrières. Et pourtant j'étais encore célibataire, et les tentations ne manquaient pas.